continuité avec les communs qui viennent de vous être présentés, j'ai choisi pour ma part de vous présenter un commun particulier. En quoi consiste, je dirais, pour reprendre les termes qui ont été utilisés ce matin, les coactivités que nous menons à l'université avec les organisateurs de cette journée et plus particulièrement l'intercollège des psychologues de Midi-Pyrénées. Des activités que nous menons ensemble dans le cadre de la mission réseau praticienne psychologue de l'UFR de psychologie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que de créer du commun constitue l'essence même de cette mission unique dans les universités françaises. La mission réseau praticien a été inventée en 2016 par les membres élus, j'y reviendrai, de notre conseil d'UFR, soucieux de construire un partenariat plus solide et de coopérer davantage avec l'ensemble des acteurs institutionnels impliqués dans la formation des étudiants. En tant que chargée de mission, j'ai l'honneur depuis cette date d'animer un réseau composé de plus de 2000 psychologues et professionnels qui accueillent régulièrement nos étudiants de master en stage, d'une part, et d'autre part, près de 900 enseignants-chercheurs, personnel administratif et étudiants de master. Je m'emploie à créer des liens entre l'université et vos institutions en diffusant le maximum d'informations sur les manifestations qui ont lieu à l'université, l'organisation du cursus de psychologie, l'organisation des stages, et vous avez bien compris que je prends très souvent mon bâton de pèlerin à propos de cette question des stages pour essayer d'avancer par rapport aux difficultés que les étudiants rencontrent. Je suis du coup une interlocutrice possible pour vous en ce qui concerne toutes les questions que vous pourriez vous poser en tant que professionnel à propos de la formation et aussi de la recherche en psychologie telle qu'elle est menée à l'université Jean Jaurès. Néanmoins, la mission réseau praticienne n'est pas uniquement un espace permettant d'échanger des informations, elle est aussi, je le crois, le lieu d'un agir commun entre psychologues praticiens, universitaires et étudiants. Les actions sont diverses, je vais en présenter quelques-unes. En réfléchissant un peu à cette journée, je me suis dit que la boussole, le principe, je crois, qui guide la manière dont j'ai eu l'opportunité de travailler avec vous jusqu'à présent, se fonde sur finalement les enjeux qu'il y a pour nous à l'université de permettre à nos étudiants de rencontrer la pratique du psychologue du côté du désir, du côté du plaisir, du côté de la souffrance, du côté du conflit, du malentendu, c'est-à-dire finalement à partir d'une pratique incarnée qui leur permet peut-être de mieux appréhender la manière dont chaque concept vient nommer en définitive la réalité clinique. Parmi les activités que nous avons co-construites ensemble, je dirais que la plus emblématique est sans doute la journée réseau praticien que nous organisons depuis 3 ans, le premier vendredi du mois de décembre. Cette journée particulière rassemble les étudiants de nos 14 parcours de master et des psychologues praticiens. 2 éditions ont été organisées avec l'Intercollège jusqu'à présent. Ça me donne l'occasion de vous remercier vraiment de ce travail en commun. Bon, vous savez que le cas y est. Alors ces journées, elles sont présentées en format hybride, ce qui vous permet d'y assister, et elles ont réuni chacune entre 300 et 550 personnes. Elles alternent des conférences, des tables rondes qui sont organisées aussi bien par des praticiens que des étudiants. Alors les 2 éditions qui ont eu lieu font vraiment écho à la journée d'aujourd'hui. La première en 2021 s'intitulait « La profession de psychologue entre expérimentation, préconisation et liberté de choix ». La seconde s'intitulait « Le psychologue et le collectif, spécificité et enjeux de son intervention ».
c'est vraiment des journées qui ont permis d'échanger à la fois sur les coordonnées de la commande sociale qui aujourd'hui amène au recrutement des psychologues. On ne peut que, par exemple, souligner l'intérêt de la conférence de Daniel Linhart l'année dernière, qui avait montré comment finalement les idéologies managériales et gestionnaires nous contraignent en tant que professionnels de plus en plus à des activités qui nous empêchent de penser. Et donc ça a souligné à quel point finalement un des rôles majeurs du psychologue, c'est sans aucun doute de faire en sorte de maintenir des espaces de pensée. Je crois qu'une journée comme celle-ci va dans ce sens-là. Mais ces 2 journées, elles ouvraient des perspectives sur comprendre finalement pourquoi est-ce qu'on recrute un psychologue, mais elles ouvraient aussi des perspectives un peu d'intervention. Voilà, qu'est-ce qu'il est possible pour les psychologues finalement d'inventer face au dispositif, puisque c'était l'objet de la première journée, mon psy, etc. Donc c'était vraiment des moments de rencontres privilégiées entre étudiants et praticiens au plus près des réalités professionnelles. Alors l'ambition pour nous, c'est d'aider nos étudiants, ils sont nombreux dans la salle, à acquérir une culture générale autour du métier du psychologue, quel que soit le parcours dans lequel ils se trouvent, mais aussi, je crois, de susciter une prise de conscience sur l'importance de rejoindre des collectifs qui organisent la profession de psychologue en leur permettant de vous rencontrer le plus tôt possible dans le cursus. L'édition de cette année, qui aura lieu le 1er décembre, a pour thème « Le psychologue et le sens du travail entre résistance et invention ». Il s'agira de questionner ensemble la manière dont les psychologues conçoivent leur métier, les obstacles qu'ils rencontrent et les solutions qui sont les leurs pour donner du sens au quotidien, contre vents et marées, on l'a vu, à une profession dont l'incertitude, l'intranquillité et le doute constituent, sans aucun doute, c'est le cas de le dire, le cœur de métier. Résistance et invention, je trouve ces 2 concepts particulièrement intéressants pour problématiser ce que nous faisons dans la mission réseau praticien, mais aussi, je crois, le propos de la journée d'aujourd'hui. Ils me serviront à présenter 2 autres actions que je trouve très importantes dans les activités de la mission réseau praticien. Alors que la notion d'invention ouvre, il me semble, sur une approche plus singulière des réponses que chaque psychologue construit pour répondre dans son rôle institutionnel à la souffrance et aux demandes qui lui sont adressées, celle de résistance, certes très polysémique, s'actualise le plus souvent au pluriel. Présente dans de nombreux travaux, la notion de résistance peut, selon les champs, les disciplines et les références théoriques, revêtir des acceptions de prime abord différentes et désigner des phénomènes connotés tantôt négativement, la résistance à la vérité sur soi dans le champ de la psychanalyse, la résistance au changement dans le champ du management, tantôt positivement, la résistance à l'exploitation, à la domination, à l'assujettissement, à l'opposition, à la servitude, à la paupérisation, à la rationalisation instrumentale, à l'abandon de la logique du service public dans le champ de la sociologie ou dans le champ politique. Le terme peut désigner des phénomènes et des processus tantôt du côté de la conservation, du statu quo, de l'archaïque, voire de la restauration, tantôt situé du côté de la transformation, de l'innovation, de l'émancipation, voire de la révolution. Qu'est-ce que résister? Qu'est-ce qui résiste? À quoi résiste-t-on? Comment résiste-t-on? Voilà des questions qui me semblent primordiales. La clinique du travail montre que la résistance, c'est d'abord la résistance du réel. De Jour souligne que la résistance consiste en premier lieu en une expérience par laquelle s'installe le réel entre un individu et les autres, mais aussi entre un individu et lui-même. Elle est ce qui maintient le rapport à la réalité, avec la vérité, celle qui se fait connaître par l'échec, en tant que le réel échappe à la maîtrise. Elle crée de ce fait une potentialité subversive qui convoque l'intelligence de chacun et qui, dans le champ du travail, se manifeste par exemple dans le décalage entre le prescrit et la réalité des pratiques. On en a eu des exemples tout au long de cette journée. Les psychologues inventent leurs pratiques.
Cette voie d'analyse qui met l'accent sur la question du réel permet de comprendre à la fois pourquoi le système fonctionne, voilà, pourquoi finalement ça tient à l'université, ça tient à l'hôpital, mais aussi pourquoi les sujets qui le rendent efficace ne résistent pas forcément aux formes de domination qu'il leur impose et peuvent aller jusqu'à une soumission librement consentie, une participation librement consentie. Dejour insiste sur le fait que la résistance contre la souffrance, par exemple au travail, contre les formes d'assujettissement qu'il provoque, n'implique pas a priori un mouvement contre ce que quelqu'un désapprouve sur le plan moral et politique. En tant que psychologue, à quoi apportons-nous notre intelligence individuelle et collective? Nous avons beau être capables de repérer les logiques à l'œuvre dans les commandes qui nous sont adressées, entrer dans un mouvement de résistance demande un effort. Résister quand on est seul pour tenir une position qui n'est pas celle des autres, met en situation de perdre la reconnaissance des autres. La résistance est un travail. Du coup, ça a été dit ce matin très bien, j'ai trouvé, la pratique du métier de psychologue impose non seulement une clinique, mais aussi une éthique politique. La résistance n'a de sens que si elle a une visée d'efficacité de l'action sur l'état du monde, nous apprend la clinique du travail. Cette journée me semble ouvrir des perspectives intéressantes pour inventer un mouvement de ce type. La journée du 1er décembre peut-être permettra de revenir sur certains des thèmes qui ont été abordés, mais je voudrais souligner un des points qui me semblent les plus déterminants de ce que nous avons co-construit ensemble depuis ces dernières années. Il me semble qu'il y a finalement, via la mission réseau praticien, la possibilité d'un agir en commun. Et je souhaite attirer votre attention sur l'importance des psychologues praticiens aux instances de décision de l'UFR de psychologie. Et là aussi, je vous remercie de siéger dans nos conseils, Joël Fourou et Val Nigan, je vous nomme, parce que je sais à quel point voilà, il s'agit d'une véritable institution. Mais il y a quand même quelque chose là, je crois, en écho encore une fois à ce qui a été dit par notre collègue, comme finalement la possibilité d'un agir politique. En tout cas, si on considère que le politique, comme il l'a dit, consiste à une activité de participation des citoyens à la décision, des psychologues à la décision, nos conseils de perfectionnement de master, nos conseils d'UFR, nos conseils de département, sont des lieux où vous pouvez quand même faire valoir, en tout cas, un certain nombre de points de vue qui pourraient servir de boussole quelquefois, en tout cas de moyen de sortir de l'imaginaire qui est le nôtre à l'université. Voilà, donc je crois que c'est un point, si la thématique du colloque interroge la question d'un commun pour agir, ben là il y a quelque chose qu'on pourrait peut-être développer, mieux construire à l'avenir. Alors pour conclure, je voudrais vous inviter. À venir à l'université avec vos équipes et vos patients. Pour ça, on a expérimenté plein de choses différentes. Je rencontre très régulièrement des collèges de psychologues qui se sont mis au travail et témoignent à quel point ça leur a permis de penser leur pratique et viennent présenter avec les équipes pluridisciplinaires à nos étudiants de master ce qui se joue pour eux au quotidien. Donc, des associations ont été mises en avant aujourd'hui. N'hésitez pas à voir comment nous pourrions inventer quelque chose pour que vous rencontriez les étudiants avant qu'ils sortent de l'université. Ça, c'est une première modalité d'invitation. Donc, il s'agit de permettre finalement, encore une fois, je viens à nos étudiants de rencontrer les inventions qui sont les vôtres, parce qu'ils ont besoin de rêver ce métier de psychologue. C'est peut-être quelque chose qui a été dit au cours de ces journées. Bon, c'est bien, je vous dis, vous passez votre temps à nous dire que ça va pas dans les institutions, mais nous, ce métier de psychologue, pour pouvoir l'embrasser,
il nous faut pouvoir le rêver, le désirer. Donc il y a quelque chose quand même de votre désir qui doit être aussi présenté aux étudiants, hein, au-delà des aspects de controverses théoriques et de désaccords, voilà, dont ils ont l'habitude. J'en entends sourire en m'écoutant. Il y a une autre possibilité pour vous de venir à l'université, les collègues de l'intercollège le font aussi, c'est de venir aux journées aux portes ouvertes de l'UFR de psychologie, rencontrer les futurs étudiants de psychologie et les familles de ces étudiants. Vous avez pu témoigner à plusieurs reprises à quel point c'était un moment extrêmement intéressant pour vous et pas si coûteux que ça finalement. Et là, une invitation vraiment pour de vrai, une dernière invitation. Nous allons organiser au mois de novembre, donc les 21, 22 et 23 novembre, un événement exceptionnel à l'UFR de psychologie intitulé Un chap à la fac, où nous allons monter un chapiteau qui va permettre à des patients qui ont travaillé autour d'un dispositif art du cirque toute l'année de venir présenter leur spectacle à l'université. Et donc vraiment, je vous invite, tout est gratuit, il y aura une initiation aux arts du cirque pour les enfants. Je vous invite à venir avec vos patients à l'université, avec vos équipes, pour participer à un moment que j'ai envie, pour une fois, d'être un peu festif. Et voilà, nous aurons besoin de bénévoles. Voilà, on verra ce que ça donne. Mais nous ferons du cirque à l'UFR de psychologie au mois de novembre. Et j'espère de tout cœur que vous serez là. Vive, voilà. Voilà quelques-unes de nos activités. Bon, Madame me fait signe que j'ai donc la charge finalement de passer la parole à la salle. Je me fais quelques remarques qui peuvent peut-être délimiter un champ, mais c'est compliqué parce que on a entendu depuis ce matin une douzaine de voix différentes en comptant les questionnaires de Dardot et maintenant la 6 de plus au moins. Et on voit que ce sont des voix singulières qui mettent en avant un premier problème. Nous avons inventé une langue commune, mais qui permet à chacun de ne pas céder sur ce qui fait sa singularité. C'est un vrai problème. Je crois que les assises sont un commun, un acte. De ce point de vue-là, moi j'ai été sensible dans l'intervention de Dardot depuis ce matin, de voir qu'il nous donnait à la fois, comme chacune d'entre vous d'ailleurs l'a fait, nous donne des outils pour penser notre expérience à partir de la façon dont vous la pensez chacune. Donc ça c'est précieux, c'est notre caisse à outils, mais en même temps, combien les mots avaient parfois des sens très différents de l'un à l'autre. Bon, ce matin chez Dardot, je me disais que ce qu'il appelle sujet, ce qu'il appelle lien social, ce qu'il appelle, il y avait encore un autre terme, en fait, moi dans ma langue, j'appelle institution. Puisque vous avez vu que sur l'institution, d'ailleurs il y a un bout de discussion, lui il appelle institution la dimension commune pour s'emparer éventuellement d'un établissement ou d'un dispositif, alors que la logique managériale a fait de institution un sens quasiment synonyme d'établissement. Bon, donc on a intérêt, cette langue commune, ça nous permet de savoir de quoi on parle. Donc ça c'est le premier champ, je ne sais pas comment vous réagirez à ça. Le deuxième, qui est commun dans toutes les interventions, mais peut-être en permettant un petit déplacement, c'est qu'on voit bien que les psys ont été inventés, bon la formule n'est pas de moi, mais ils ont été inventés au moment de l'avènement de la modernité, hein, pour faire face à la situation incommode d'être humain dans le malaise créé tel qu'il s'est exprimé au moment de la modernité, mais aujourd'hui, on voit comment ça a empiré avec le néolibéralisme. Donc on pourrait dire que les psys,
c'est une sorte d'escouade dédiée au commun, de ce point de vue-là. Je dis escouade et pas avant-garde, parce que, et c'est ça qui est précieux d'avoir une députée, un juge, bon, des psys, une sociologue, bon, une enseignante à l'université, mais qui est aussi psychologue. Bon. Mais des gens qui sont d'horizons différents, parce que je crois que cette dimension de se vouer au commun, ça ne peut pas être confisqué par aucune profession. Si on n'arrive pas à s'y engager tous collectivement, la représentation nationale de ce point de vue-là, c'est précieux, mais on n'y arrivera pas. Bon, ça, c'est ma deuxième remarque qui est un peu dictée par ça. La troisième, on voit bien les effets de la logique néolibérale. Bon, qui éradique, je vais y revenir, la singularité, la parole, etc. Mais je vais dire, alors là, peut-être c'est un point de vue trop personnel, mais il n'y a pas, il y a des méchants, hein, mais il n'y a pas un méchant néolibéral qui maîtriserait le système. C'est le système qui pousse à tout maîtriser. Alors, comme le disait Isabelle Seff ce matin, il y a les zélateurs et les penauds, je ne sais pas si c'est comme ça que tu as appelé. Il y a ceux qui disent oui, non, oui, on a fait ce qu'on a pu, mais on ne peut pas. Puis les autres qui disent mais c'est vachement bien ce qu'on fait, tu vois pas? Bon. Bien sûr, ça ne marcherait pas, le néolibéralisme, sans des gens qui les servent, que ce soit ceux qui le font comme zélateurs ou ceux de la servitude volontaire pour emprunter à la Boétie. Hein. Alors ça, c'est quelque chose d'important parce que ça veut dire que le néolibéralisme, ça a un effet de formatage dont on voit les différents effets, effets délétères, mais aussi effets d'aliénation. Moi, je considère par exemple que la dérive à droite du néolibéralisme dans tous les pays du monde, il y a une montée de l'extrême droite partout. Cette dérive, c'est un des effets, mais on ne peut pas penser qu'elle n'affecte que les gens qui se retrouvent aujourd'hui à l'extrême droite. C'est-à-dire nous avons à traquer les effets de ce formatage, y compris dans notre façon de prendre les choses. Il faut qu'on le fasse, qu'on essaye de résister là-dessus. Alors, je fais encore deux remarques si vous me permettez. Une, c'est quelque chose que vous avez toutes souligné et qu'on ne fait que dire ça depuis ce matin, c'est qu'un de ces effets, c'est le rejet de la parole. La parole, c'est la mise en acte singulière de cette langue. Mais on a l'impression qu'on peut se servir du langage qu'à condition que ça soit, que ça obéisse à une espèce de logique où c'est la même signification, c'est le même pour tous, c'est bon pour la communication, c'est bon pour l'instruction, c'est bon pour l'information, mais alors pour tout ce qui concerne la question du sens, là, c'est complètement éradiqué. Du coup, d'ailleurs, on ne sait plus comment traiter les gens qui vont chercher dans la religion une solution publique pour affirmer le sens qu'ils donnent à leur existence. Je veux dire, la façon de ne pas savoir traiter ces questions-là est un effet de l'impact de cette logique. Et alors même, voilà, que notre expérience, quand même clinique, c'est quand même de s'apercevoir qu'une parole peut complètement changer le cours de son existence. C'est quand même ça qu'on offre aux gens. Alors je prends un exemple, il n'est pas très bon, mais c'est celui de l'éco-anxiété. On pourrait dire ça de l'état de stress post-traumatique, etc. C'est des mots qui permettent de s'emparer de quelque chose qui touche au plus intime d'un sujet, mais de lui donner une formulation qui permet de l'inclure dans une psychopathologie normative avec, merci, parce que vraiment là j'étais foutu, comme quoi vous voyez le commun, hein, c'est ça. Bon. Et avec un traitement pour tous, mais qui a comme effet qu'on n'entendra jamais ce qui se joue là-dessus. Bon, là-dessus, chacun, j'en suis sûr, peut fourmiller d'exemples. Ça m'évoque la façon dont on a réagi au traumatisme d'AZF. Il y avait ceux qui pensaient que AZF c'est un traumatisme en soi, donc il a fallu organiser des processions avec des comportementalistes pour aller toucher la tour qui restait debout, en amenant les gens phobiques après l'explosion d'aller toucher la tour, parce que s'ils arrivaient à toucher la tour, ils n'auraient plus peur. C'est comme ça qu'on traite aussi les phobies des chats, tout ça. Et puis il y a ceux quand même qui pouvaient
s'apercevoir que non, c'est un traumatisme si ça vient toucher chez soi ce qui pour soi est un réel insupportable. Bon, on pourrait développer ça, mais alors ça veut dire que si la parole est foreclose, eh bien elle revient dans le réel. Mais ce qui est frappant dans les intervenants, c'est qu'elles reviennent dans deux endroits. Aux urgences, ça c'est la face, dans d'autres endroits, hein, je caricature, mais aux urgences, c'est-à-dire on ne sait pas à qui parler, alors on va aux urgences. Mais ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est qu'elles reviennent dans l'engagement. Quand même, c'est toutes ces expériences où les gens vont en disant on ne peut plus céder là-dessus. Bon, ça me paraît décisif. Mon dernier mot, j'ai entendu quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, et ça m'a mis la puce à l'oreille, je ne sais pas si j'arrive à transposer, dire si on avait un moyen écologique de produire de l'énergie qui ne pollue pas, qui ne réchauffe pas la planète, qui n'ait pas d'effet délétère sur la santé, est-ce qu'il faudrait la donner aux capitalistes pour qu'ils perfectionnent encore plus et qu'on leur donne un moyen infini de continuer à nous écrabouiller? Moi, j'en suis pas sûr, en effet. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait, nous, si on était capable de rendre au sujet la responsabilité de leur position, en faire des agents résistants à l'anxiété, des gens formidables, mais qui se mettraient tous au service du système délétère? Vous voyez bien que la question du sujet auquel nous voulons contribuer, la question du commun, elle est indissociable de la dimension politique. Elle est politique. Bon, voilà, je ne sais pas, c'était pour essayer de faire un champ de questions. Je vous rends le micro. Merci. Oui,